Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait super plaisir de voir tout ce monde, c'est super. Bon, j'ai juste un petit regret, il n'y a pas mes grands-parents. C'est un peu pour eux quand même. Donc là, l'objectif de Squeaky, c'est d'expliquer en fait ce que c'est que la blockchain de manière simple, sans utiliser de termes techniques en fait pour des personnes qui ne connaissent pas l'informatique. Donc on va pas parler de- de tout ce qui est cryptographie et autres. Ça va rester relativement simple, mais on va expliquer les grands principes. Donc qui je suis? Moi je m'appelle Louis Tournaire, je travaille à Zenica à Lyon. Voilà, c'était la petite pub. Maintenant, la blockchain, pour l'expliquer, je me suis dit que le plus simple c'était de parler de cas concrets, d'expliquer en fait à quoi ça servait. Donc quelques cas d'usage. Le premier en fait, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014 il y avait la crise ukrainienne. Bon, vous vous rappelez forcément. Et on a vu apparaître là ces petites pancartes là avec ces codes. Vous savez ce que c'est? En fait, ça, c'est des adresses pour qu'on puisse leur transférer de l'argent directement via une crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Donc le premier cas d'usage, et en fait, à la base, ça a été créé pour ça, c'est pour faire des transferts d'argent via une monnaie immatérielle, une monnaie virtuelle, des transferts qui soient sécurisés, qui soient indépendants de banques, d'États, qui soient souples, sans aucune contrainte. Donc ça, c'est vraiment le premier cas d'usage, c'est des transferts d'argent, des transferts de monnaie virtuelle. Un autre cas d'usage aussi qu'on a derrière, en fait, c'est parce que la blockchain, c'est un registre, c'est d'avoir des registres dans lesquels on met des données qui soient infalsifiables. Par exemple, un état civil. Un état civil, il ne change pas. On est un jour, à un certain lieu. Ça, c'est des données qui ne doivent pas bouger. C'est des données qui sont partagées, auxquelles tout le monde peut accéder. Et donc, un cas d'usage, c'est par exemple un registre d'état civil. Typiquement, ça s'y prête bien. Il y a le cadastre aussi, qui s'y prête énormément. Alors, vous pouvez dire, en France, on n'a pas besoin de ça, on a des autorités qui font ça. Oui, en France, on a ça. Ce n'est pas le cas de partout. Au Ghana, par exemple, ils ont lancé une initiative où ils sont en train de mettre dans le cadastre, dans la blockchain le cadastre pour que ces données-là, elles soient partagées par tous, on ne puisse pas se dire d'un seul coup, tiens, cette terre-là, elle m'appartient. Non, ça a été enregistré, c'est infalsifiable, c'est consultable, c'est partageable. On aurait aussi d'autres cas d'usage. Par exemple, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la crise du lait. On aurait aimé savoir en fait, d'où venait le lait qu'on avait acheté. Et on pourrait mettre tous les éléments logistiques, faire une traçabilité complète de ce qui a pu se passer à ce moment-là dans la blockchain. Il y a déjà des initiatives qui existent dans ce genre-là. Alors, pas spécifiquement pour le lait, mais il y a déjà des sociétés qui proposent de faire la traçabilité via de la blockchain. On pourra avoir aussi des élections qui sont sans bureau de vote. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'avoir un lieu physique, on aurait des espèces de machines à voter, mais qui ne seraient pas dans un lieu, qui seraient sûres, qui seraient infalsifiables, qui seraient sécurisables. Il y a quelques initiatives qui vont dans ce sens, mais c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Ça soulève d'autres difficultés techniques. On pourrait avoir, et on commence à avoir aussi des contrats qui s'activent automatiquement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Le cas qu'on a aujourd'hui, par exemple, il y a AXA qui a mis en place, alors ça ne marche que sur certains vols, mais une assurance qu'on peut prendre sur les vols qui, en cas de retard, en fait, va nous rembourser du montant sur lequel on est assuré. Donc notre contrat, il est directement enregistré dans la blockchain, il a des critères de déclenchement, et si jamais notre vol a plus de 2 heures de retard, par exemple, automatiquement, il va s'enclencher et on aura notre argent qui sera transféré. Alors ça, c'est quelques cas d'utilisation, mais en fait, il y en a plein d'autres. Imaginez que vous avez un grand livre ouvert, infalsifiable, que tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a vraiment plein de cas d'usage. Donc là, on est au début, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver autour de ça. Maintenant, si on va un peu plus loin sur la blockchain, sur quoi c'est fondé? Quels sont les principes de base qui font que ça marche? Il y en a trois grands principes. Oups. Le premier principe, c'est que c'est un système décentralisé. Alors, ça veut dire quoi, un système décentralisé? En fait, on a un système qui est constitué d'un ensemble d'ordinateurs, un peu comme vous, là, vous êtes tous là. Vous êtes interconnectés, vous pouvez vous parler directement entre vous, vous n'avez pas besoin de passer par un tiers pour vous parler. D'accord. Ce que quelqu'un vous a dit, vous pouvez le partager avec quelqu'un d'autre. Donc vos données, pareil, elles sont distribuées, elles sont répliquées sur toutes les machines, en fait, sur toutes les personnes. Et quand il y a une décision à prendre, en fait, il y a un consensus majoritaire qui valide la décision. Ce n'est pas une personne dans son coin, ce n'est pas une autorité de confiance qui dit c'est comme ça. C'est vous tous ici présents, c'est la majorité qui dit oui, c'est ça, je le valide. L'autre point super important, c'est que les données, elles sont infalsifiables et inaltérables. En fait, ce fameux livre, ce fameux registre, on peut faire que écrire.
On ne peut pas modifier, on ne peut pas effacer, on ne peut pas supprimer des pages. Et on écrit, on fait que écrire. Un troisième grand principe, c'est que toutes les données, ce livre, tout le monde peut le consulter, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut le voir. Alors maintenant, il y a des variantes. Aujourd'hui, on a des blockchains dites semi-privées, voire privées. C'est un détournement de la blockchain originale, mais ça correspond à certains besoins spécifiques. Comment ça marche techniquement? Alors là, je vais essayer, pareil, d'être plus... pas de termes techniques. La blockchain, en fait, il y a deux mots dans blockchain. Il y a le premier, c'est bloc. C'est-à-dire que c'est des blocs de données. Et donc, nos données, notre registre, c'est ça. Et donc, premier principe, première chose, on a des données qu'on va écrire. Ces données, elles ont ce qu'on appelle une empreinte, là. Une empreinte, je vais en parler tout de suite. Une empreinte, c'est quelque chose en fait d'unique, de répétable. Quand, je ne sais pas si vous voyez, là, quand je tape quelque chose, l'empreinte, elle est calculée au fur et à mesure et elle change. À chaque fois, elle est répétable, c'est-à-dire que si je mets le même texte, la même donnée, j'aurai la même empreinte. Si je change la moindre chose, mon empreinte, elle va changer. Donc cette empreinte, en fait, elle est directement liée à la donnée. C'est une sorte de signature de la donnée. Par contre, on ne peut pas, à partir de l'empreinte, calculer la donnée. On pourrait, mais c'est très compliqué, ça coûte très cher, donc on ne le fait pas. Et on a ces fameuses empreintes, donc, qui sont là, qui vont nous servir à lier les données. Et c'est là où on a justement la seconde partie, la chaîne. On a chaîné les éléments par nos empreintes. Et donc, notre blockchain, c'est des blocs de données qui sont reliés les uns aux autres via les empreintes. Donc, le bloc 1, il a une empreinte qui a été calculée. Le bloc 2, derrière, il rappelle en fait l'empreinte précédente. Il a ses nouvelles données et son nouveau bloc. Du coup, si on s'amuse à changer un bloc, en fait, et ben du coup, on va casser la chaîne. Parce que ce bloc, il aura une nouvelle empreinte. Et donc, du coup, le bloc 3 qui était après, qui référençait le bloc 2, il ne référence le bloc 2, il ne référence pas le bloc 2 bis. Donc, si on change un bloc, on casse notre chaîne. Et qu'est-ce qui m'empêche, moi, après, de dire, c'est intéressant de changer un bloc. Hein, je peux dire, voilà, j'ai fait une transaction, il y a quelque temps, j'ai envie de réécrire l'histoire. Et cette transaction, j'ai touché l'argent, je l'ai retiré, voilà, mais je veux réécrire l'histoire, parce que comme ça, je vais à nouveau avoir mes bitcoins, par exemple, ou mes Ethereum. Et pour faire ça, il faut que je réécrive tous les blocs suivants. Et là, on va se retrouver avec des conflits. On aura un bloc, on aura une chaîne qui sera historique, et puis on aura une nouvelle chaîne que j'aurai essayé de forger moi-même, qui sera fausse en l'occurrence. Comment est-ce qu'on va décider quelle est la chaîne qui est valide? Le consensus, là, en l'occurrence, c'est se dire on prend la plus grande chaîne, et c'est elle qui a raison. Du coup, moi, qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de calculer plus vite, de construire une chaîne plus grande, en fait? Et c'est là qu'on a un second mécanisme de protection. En fait, on a ce qu'on appelle... Alors, ça, c'est le premier mécanisme historique de protection. C'est la preuve de travail. Vous pouvez entendre en anglais « the proof of work ». Donc, c'est le premier mécanisme. Il a presque 10 ans aujourd'hui. Il est super fiable. Mais il y en a d'autres, parce qu'il a des inconvénients. Et donc, la preuve de travail, le principe, c'est qu'on a une opération de calcul qui est très compliquée à réaliser, qui prend du temps. Et c'est dans le protocole. Même si on ajoute des machines, on va toujours se débrouiller pour avoir toujours le même temps, en complexifiant le calcul. Et donc, pour arriver à faire une chaîne la plus longue, il faut que je sois capable de miner plus vite, d'accord? Et pour miner plus vite, il faut que j'ai des supercalculateurs. Et en fait, il faut que j'ai plus de la majorité des ordinateurs qui minent aujourd'hui. Ce qui est complètement improbable, en l'occurrence pour moi. Donc, si on rentre un peu plus en détail sur comment ça fonctionne, notre fameuse preuve de travail. En fait, vous vous rappelez de l'empreinte tout à l'heure? Elle commence par des zéros, là. Et la difficulté qui est mise, le challenge qui est mis, c'est faire en sorte qu'il y ait une empreinte qui a des zéros. Et pour ça, on a deux critères. On a un seul critère, en fait, c'est la donnée. Sauf que la donnée, on ajoute à cette donnée ce qu'on appelle un grain de sable. En anglais, en fait, ça ne s'appelle pas un grain de sable, ça s'appelle un ounce. Donc, vous verrez parfois ce terme. Donc, ce grain de sable, c'est le petit élément qu'on va mettre qui va perturber mon calcul. Et donc, on va mettre à la fois la donnée et le grain de sable, et on va calculer l'empreinte, pas simplement sur la donnée, mais sur ces deux éléments. Et on va s'amuser à faire varier, en fait, notre grain de sable.
pour arriver à avoir une empreinte qui commence par des zéros. Donc pas 4 zéros, parce que 4 zéros c'est super facile, super facile. Ça prend quelques secondes à calculer en fait, mais si on met beaucoup de zéros, en fait, ça devient de plus en plus long à calculer. Le challenge est de plus en plus difficile. Donc ça, c'est le mécanisme de la preuve de travail qui permet de s'assurer que notre empreinte, elle est valide et qu'elle est compliquée à trouver. Après, on a un autre mécanisme. Alors, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle la preuve d'enjeu, qui va bientôt arriver sur Ethereum. En fait, là, le principe, c'est au lieu d'avoir besoin d'une forte puissance de calcul, en fait, on a besoin d'avoir de la loyauté. On va valoriser la loyauté, c'est-à-dire la loyauté, c'est le fait de posséder des monnaies, ce qu'on a des tokens, en fait, des jetons. Donc, au plus on a de jetons, au plus on a une probabilité importante d'arriver à faire le calcul. Et il y a deux critères qui vont jouer. Il y a le critère j'ai beaucoup de jetons, qui va augmenter notre probabilité, qui va réduire en fait le pseudo-challenge. Et puis un second critère qui est le temps, en fait, qui va faire un peu notre aléa, qui va faire que c'est un tel ou un tel qui va pouvoir valider son bloc. L'intérêt, il est assez conséquent, parce que j'en ai pas parlé, mais quand vous minez, en fait, vous consommez énormément d'énergie. Il y a une espèce d'escalade aujourd'hui, il y a de plus en plus de machines qui minent, il y a des fermes de minage, comme des fermes de vaches tout à l'heure pour le lait. Et ces fermes de minage, elles consomment énormément d'énergie. Donc elles s'installent là où l'énergie coûte le moins cher. Donc en Chine, mais maintenant en Chine ça pose des problèmes d'énergie. Dans les pays du Nord où le refroidissement, il n'y a pas de problème de refroidissement en fait. Mais du coup, c'est des catastrophes écologiques. Je crois que l'année dernière, grosso modo, la consommation d'énergie qui a été utilisée pour miner du Bitcoin, c'était l'équivalent de la consommation de l'Irlande. Donc c'est une catastrophe. Donc ça, c'est une alternative qui est relativement intéressante. Et après, ça va poser en fait pas mal d'autres questions. Là, on a parlé de monnaie, on a parlé de vote, on a parlé de systèmes décentralisés comme des cadastres et autres qui pourraient contenir toutes nos données, cette espèce de super registre en fait. Mais ça se met, si on réfléchit un peu plus loin, à changer notre système de gouvernance. Aujourd'hui, on a une autorité centrale avec des personnes qu'on choisit, qu'on élit, mais qui nous représentent, mais on a ces points centraux. Et on a cette chaîne de confiance qui est basée sur des autorités. Demain, avec ce qu'apporte la blockchain, ces systèmes de confiance qui sont centralisés, techniquement, on n'en a plus besoin. On peut avoir une espèce de centralisation. Voilà. C'est plus une autorité, on a un système complètement décentralisé, avec un consensus qu'on décide d'adopter tous, qui est un consensus majoritaire, qui détermine les conditions qui vont faire qu'on va accepter ça ou ça. Et donc, demain, quels seront les impacts que ça aura sur la société? Qu'est-ce que ça va changer? Il y a plein de champs des possibles. Si on essaie de se projeter aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que ça va faire, mais je pense que ça va être une prochaine révolution. De la même manière que Internet a changé beaucoup de choses pour nous, la blockchain va certainement changer beaucoup de choses, va certainement apporter beaucoup de choses nouvelles, avec d'autres difficultés bien évidemment, d'autres challenges qu'on aura à régler, mais il y a plein de choses à faire, il y a plein de façons de voir les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu plus court que ce que je pensais.